Salut à tous pour un nouveau type de vidéo mensuelle. Le fait est que ce sera une vidéo où je mettrai un tout petit peu plus de qualité de production que pour mes mises au point et autres, mais il faut bien garder en tête que les vidéos principales sur lesquelles je vais vraiment travailler au détail, ce sera mes archéologues et mes Disneyphiles. Ça ne change pas, ce sont mes vidéos principales, ce sont celles-là sur lesquelles je vais le plus me concentrer. J'ai traité pas mal de films animés Disney à ce jour, il y en a certains que j'ai adorés, d'autres que j'ai détestés, certains que j'ai moyennement appréciés. Et mine de rien, pour moi, dans tous les films que j'ai traités à présent, il n'y en a aucun qui soit horriblement nul ou ultra parfait. Tous les films que j'ai traités jusqu'à présent ont des bons points et des mauvais points. Plus de mauvais que de bons ou plus de bons que de mauvais selon le film, mais mine de rien, il y a toujours quelque chose de bien ou de mauvais à dire sur eux. Certains de ces films, j'ai tendance à m'acharner dessus, pour en dire du mal, notamment le film qui va nous intéresser aujourd'hui, et j'aimerais quand même leur rendre un peu leur petite lettre de noblesse, parce que mine de rien, ça reste des films que j'ai moyennement appréciés ou pas appréciés. Et le truc que je compte faire là-dessus pour mettre les choses au point avec vous, c'est faire une liste claire, précise, de toutes les choses qui m'ont plu dans ce film. Et on peut faire l'inverse, on en parlera à la fin, ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler d'un film sur lequel je m'acharnais de temps en temps, La Princesse et la Grenouille. Je trouve pas qu'il est mauvais, je trouve qu'il y a largement assez de choses à redire pour que je m'attaque à ce film. Parce que ce film représente pas mal de points que je n'aime pas voir dans un film. Et c'est pour ça que, voilà, j'en ai fait un petit peu ma cible personnelle, ma petite tête de turc. Et je sens bien que pour certains d'entre vous qui sont fans de ce film, ça peut être un peu exaspérant. Je vais malheureusement pas changer ça, je m'attaquerai toujours à ce film. Voilà, j'ai une cible, je vais pas la lâcher, quoi. De toute façon, c'est pas comme si des tas de gens défendaient pas ce film. Ce film est considéré comme un classique par énormément de gens. Moi, je trouve qu'il le mérite pas, mais voilà, mine de rien, moi qui me suis tellement acharné sur ce film, j'aimerais bien clarifier avec vous un certain nombre de points qui font que pour moi ce film est bon. Pas génial ou quoi que ce soit, mais bien, correct. L'intérêt de ces top retours, c'est que je ne me ferai pas un nombre précis de bons points à dire. C'est-à-dire que je me fais la liste des bons points que j'ai décelés dans ce film, des points qui m'ont plu, et je vous en fais part dans un top en les listant par ordre d'importance. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis tombé sur 9 bons points, c'est déjà pas mal. Si jamais je venais à faire ça pour un autre film, je tomberais peut-être pas forcément sur 9, peut-être sur 7, peut-être sur 8, peut-être sur 11, allez savoir. Le fait est que là, il y a 9 bons points sur lesquels je vais revenir, 9 points pour lesquels ce film est bien fichu pour moi, et que ce soit bien clair, ce sont des points qui sont légitimement réussis. Je veux dire, j'ai trouvé les funérailles de Ray hilarantes, mais je pense pas que ça ait été l'intention du film, donc je vais pas le mettre dedans par exemple. Quoi qu'il en soit, maintenant que c'est dit, on se lance, c'est parti pour le top 9 des bonnes choses dans La Princesse et la Grenouille. Ça sera pas très long. Numéro 9, Louis. Louis est un personnage sympatoche. Il a une personnalité relativement attachante, il a des motivations plutôt originales et pas déplaisantes. Je trouvais ça sympathique de suivre son désir de devenir musicien. À nouveau, bon, ça sort un peu de nulle part. Je sais pas d'où il a tiré sa trompette, je sais pas, il l'a piqué à quelqu'un ou il a bouffé son propriétaire, allez savoir. Oui, parce que les alligators sont carnivores, à ma connaissance, donc à un moment donné ils doivent bien bouffer des trucs, c'est pas parce qu'il est sympathique, mais bon, c'est un autre débat ça. Il s'incorpore bien à notre duo de personnages, il apporte son rôle. Par exemple à la fin j'ai bien aimé où il avait enfin l'occasion de jouer dans un band parce qu'il croyait qu'il était costumé.
et où il était obligé de renoncer à ça pour venir en aide à ses amis. C'était sympathique ça, c'est un personnage qui s'incorpore bien dans l'histoire, et même si je suis pas super fan de la résolution autour de lui, et le fait que, comme par hasard, tous les gens acceptent qu'un alligator joue de la trompette. Je veux dire, d'accord, c'est Tiana et Naveen, ils l'acceptent dans leur restaurant, c'est cool, très bien, mais il y a personne que ça dérange. Ouais, c'est bon, un alligator joue de la trompette, ou je sais pas, ou alors ils croient tous qu'il est costumé, allez savoir. Ça aurait été pas mal de le préciser, ça, à la fin. Un petit détail, quoi. Juste juste une réplique. Waouh, ce costume est super bien fait. Un truc comme ça, quoi. Je sais pas, c'est. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est un personnage secondaire plutôt bien fichu, bien doublé, hein, vraiment. Hein, vous connaissez tous son doubleur, je vais pas vous le présenter. Pas mal du tout. Numéro 8, l'animation old style. Bon, on sera tous d'accord pour dire que l'animation 2D du film est très jolie. Il y a d'autres films avant qui ont fait une animation 2D tout aussi belle que ça pour moi, mais mine de rien, ça reste un bon point. Le fait est que ce qui rajoute un petit peu à ça, c'est que à un moment donné, on a une animation très vieux style, très ancien style, lors de la chanson Au bout du rêve, qui marche très bien pour moi. Ça illustre très bien le propos, c'est très frais, ça. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'était un bon petit moment d'animation qui m'a bien marqué et qui vraiment vaut le coup d'œil. Numéro 7, quelques chansons entraînantes. Bon, j'insiste sur le mot quelques parce qu'il y en a certaines qui sont pas génialissimes. Mais mine de rien, il y a 3 chansons bien entraînantes qui m'ont marqué et qui font vraiment de ce film un film très intéressant à écouter au niveau de sa BO. D'une part, la première chanson sur la Nouvelle-Orléans qui fait une très bonne intro et une très bonne conclusion de fin. La chanson Au bout du rêve dont j'ai parlé, qui illustre très bien ce que cherche Tiana, avec un air très bien fichu. Et ma petite préférée dans ces chansons entraînantes, c'est Humain pour la vie. Alors, Humain pour la vie, c'est une chanson que j'adore me fredonner de temps en temps, qui m'est restée dans le crâne. Vraiment une chanson très intéressante, avec 3 chanteurs, 3 personnages qui présentent chacun leur personnalité. Ça les illustre très bien leur personnalité, ça met très bien en avant leurs interactions, leurs motivations, leurs traits de caractère. Pour moi, c'est une très bonne chanson, prenante, qui passe bien, vraiment très bien. Et il y a une autre chanson dont j'ai pas encore parlé, et qui devrait vous faire tiquer, que j'en parle pas, mais rassurez-vous, c'est plus loin dans le classement. Numéro 6, Naveen. Naveen est un prince Disney plutôt bien fichu. Il dégage une vraie sympathique. C'est le fêtard pas prise de tête qui ne pense qu'à s'amuser. Et c'est très bien introduit dans le film. Ça passe très bien. Et ce qui marche le plus autour de ce personnage et qui le rend vraiment efficace, c'est numéro 5, le couple Tiana-Naveen. Bon, c'est pas le couple que je mettrais dans mon top 10 des meilleurs couples Disney, d'ailleurs il n'y est pas, mais honnêtement il est très attachant, très sympathique. J'aime beaucoup le principe, même s'il est un peu vu et revu, du fait qu'on a un personnage avec une personnalité très extrême et l'autre personnage avec une personnalité d'un autre extrême. Ils finissent par être obligés de se supporter et au fur et à mesure ils s'influencent l'un l'autre, ils se comprennent mieux et puis ils s'attachent et ça devient de plus en plus une relation amoureuse, etc. etc. Ce que j'aime bien là-dessus, c'est que mine de rien, le film a conscience quand même que Tiana est plus dans le vrai que Naveen, donc c'est davantage Tiana qui influence Naveen. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les différentes réactions, surtout de Naveen, là-dessus, par rapport au fait qu'il aime Tiana. Il y a un passage vers la fin où il est prêt à lui demander de l'épouser parce qu'il réalise qu'il aime. Bon, il l'a réalisé d'une façon stupide, mais il réalise qu'il aime, c'est très joli ça. Et là, il se rend compte du rêve de Tiana d'ouvrir son restaurant, et que si il l'épouse elle et pas Charlotte la friquée, eh bien elle ne pourra pas s'acheter son restaurant. Et elle ne pourra pas réaliser son très beau rêve. Il est prêt à complètement abandonner son bonheur de vivre avec elle pour
pour pouvoir lui payer son rêve, lui offrir son rêve. Et c'était un très beau moment, vraiment, c'est un très beau moment dans le couple Tiana Naveen qui valait vraiment le coup. Malheureusement, c'était, comment dire, un peu trop rapide. Ça aurait pu être davantage développé. Là, je pars sur le négatif, mais le coup du quiproquo. Ah, Naveen finit humain avec une autre fille et je me pose pas de questions, j'ai le cœur brisé, et puis gna gna gna. Je veux dire, tu te poses pas de questions? Vraiment? Ça, c'est le petit détail qui m'a un peu ennuyé dans la relation de couple. Et c'est pour ça qu'il n'est pas un peu plus loin dans le classement. Mais mine de rien, oui, c'est un couple plutôt attachant et qui vraiment vaut le coup. Numéro 4, le commentaire subtil sur la perception des Noirs à l'époque. J'ai beaucoup apprécié ça parce que on n'essaye pas de nous marteler cette espèce d'inégalité des classes qu'il y avait à l'époque. Mais on la montre de façon assez efficace, je trouve. Dans les rues, on voit beaucoup de gens jouer des instruments, et ces gens-là, ce sont des Noirs. En grande majorité, on voit des gens qui vivent dans des petites habitations regroupées, ce sont des Noirs. Par contre, lorsque on a un bal masqué pour accueillir un prince qui va venir, on a affaire à des Blancs. Ça montre bien la différence de statut social de l'époque, de façon claire, sans marteler, sans dire « Oh, vous avez remarqué comme c'est raciste à l'époque !» Le seul commentaire, la seule réplique qui nous dit ça plus ou moins directement, c'est les deux vendeurs qui disent à Tiana que une fille de sa classe n'est pas faite pour ouvrir son propre commerce. C'est juste dit comme ça, ils disent pas « Vous êtes noir, vous pouvez pas ouvrir un commerce ». C'est dit assez subtilement, et honnêtement, si vous êtes un enfant, je pense que vous ne comprendrez pas vraiment ce commentaire vous passera au-dessus de la tête. Par contre, quand vous êtes adulte, vous voyez ce commentaire, et ça vous est pas martelé, ça vous est montré de façon très subtile. C'est très bien fichu à ce niveau-là, honnêtement. Et ça me fait penser à un exemple extrême qui fait ce que la princesse et la grenouille ne devait pas faire, c'est-à-dire trop marteler le message. Et ce film, c'est Django Unchained. Je vais pas aller à fond dans les détails, je ne déteste pas ce film, je le trouve bien, mais voilà quoi, à un moment donné, si vous arrêtez pas de dire « Ouah, regardez à quel point les noirs sont maltraités, regardez le nombre de fois que les gens disent nègre, c'est bon, on a compris, c'est raciste à l'époque, waouh !» Il y a un moment donné où quand on vous martèle trop le message, ça vous passe par-dessus la tête, ça vous gave un petit peu quoi. Là, non, dans le film La Princesse et la Grenouille, il n'était pas du tout martelé, il était amené de façon subtile, et c'était très bien fichu. Numéro 3, Charlotte. Que j'adore ce personnage. Charlotte est pour moi le meilleur comique de service du film. On en a techniquement 3, 4, c'est difficile à dire. Est-ce que Louis en est un? Voilà, mais quoi, on a Ray. Je peux pas le supporter. Le seul moment où il me fait rire, c'est quand il meurt. Hein. Vraiment, je vous cache pas. Je peux pas blairer ce type. Pour moi, son humour est lourdingue. C'est pas mieux pour Mama Audi. Je peux pas la supporter, c'est le pire personnage du film, quoi. C'est le cliché de la vieille cinglée. Son excentricité est lourde. Elle est lourde. Sérieusement, on essaie de faire passer ça pour un personnage sage, après, non. Mais voilà, il y a Charlotte qui contrebalance ça, et d'une très bonne façon. Elle est hilarante, elle a un peps énorme, son obsession pour trouver le prince charmant est vraiment tordante. Et ça appuie un petit peu la petite subversion du message de départ de Disney, comme quoi il suffit pas juste de prier la bonne étoile pour avoir ce qu'on souhaite. Voilà, comme ça a été vu dans Pinocchio il y a longtemps. Sachant que dans Pinocchio, mine de rien, le contexte de l'histoire est tellement peu terre à terre que ça me dérange pas, hein, cette histoire de on prie la bonne étoile et puis paf, un garçon vient à la vie. C'est trop peu terre à terre pour que ça me gêne ce message-là dans Pinocchio. Mais oui, c'est clair que si on essaye de ramener ça à un cadre plus réaliste, comme on peut le voir avec la Nouvelle-Orléans du début du XXe siècle, je trouve que c'est pas mal fichu. Et honnêtement, Charlotte n'est pas seulement là pour faire rire. Elle est très drôle. Vraiment, elle est très drôle. Mais ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que ils essayent quand même de pas en faire juste un comique de service et cervelé. Non, ils en font quelqu'un qui peut avoir des émotions et comprendre les émotions des autres. Par exemple, à un moment donné,
À un moment donné, quand elle voit Tiana dans sa robe, elle dit qu'elle est très jolie, elle pense plus à elle là. Et quand elle dit on a réalisé nos rêves, toi tu vas avoir ton restaurant, moi je vais épouser mon prince. Je veux dire, elle pense pas qu'à elle à ce moment-là, c'est très joli. Et ça illustre bien la fin où elle décide de laisser tomber son rêve d'épouser un prince charmant, juste parce qu'elle se rend compte que oui, il est plus fait pour Tiana, qu'elle est prête à le retransformer et à le laisser vivre avec elle. Voilà, ça c'est très joli, quoi. Ça montre que c'est pas juste un perso écervelé sans profondeur. Elle est très drôle dans le reste du temps, mais elle arrive à avoir un peu de profondeur avec ça. Et c'est pour ça que pour moi c'est un des meilleurs persos secondaires dans un film. Numéro 2, Tiana. Bien entendu que l'héroïne elle est dans cette liste et honnêtement c'est une très bonne héroïne. Vraiment, elle a une personnalité forte, ses motivations sont très très prenantes, elle est très attachante, et c'est en grande partie la raison pour laquelle j'ai autant de mal avec le message qu'on veut faire passer à la fin, comme quoi, waouh, ses rêves, c'est pas le plus important c'est qu'elle trouve l'homme qu'elle aime, mais au final, oh, elle peut avoir les deux. Quand je vois tous ces gens qui lui disent « Ah, tu devrais pas faire ça, tu devrais moins te concentrer sur ci, sur ça », quand sa mère lui dit « Oh, j'aimerais avoir des petits-enfants », j'ai envie de leur dire « Ouais, mais c'est sa vie, laissez-la faire ce qu'elle veut, merde !» C'est une femme forte, extraordinaire, qui mérite clairement d'être l'héroïne d'un film, et donc vraiment, je vais clairement pas reprocher au film de faire ça, dès lors que on évite de la blâmer un petit peu pour ses motivations, je suis vraiment très pris dans le personnage. C'est une très très bonne héroïne. Le fait qu'elle soit noire, honnêtement, ça joue par rapport au message du film, donc c'est très bien, mais sérieusement, c'est pas le fait qu'elle soit noire qui change quoi que ce soit, c'est le fait qu'elle ait une super personnalité et qu'elle soit très bien réussie en soi. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est une très très bonne héroïne Disney. Et numéro 1, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Bien entendu que j'allais mettre ce passage, c'est sans conteste la meilleure partie du film. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de Facilier, beaucoup de gens disent que c'est un méchant sous-estimé et beaucoup le mettent dans leur top 10 des meilleurs méchants Disney. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis désolé, mais quand les 3/4 du personnage consistent à « Oh, touchez pas mon amulette, c'est fragile !» ou « Oh, s'il vous plaît, les esprits, travaillez pour moi, je vous serai redevable !» Je suis désolé, c'est un peu une lopette, pour moi. Je suis vraiment pas fan de la plupart de ces passages, sans les trouver affreux ou quoi que ce soit, mais pour moi, il a clairement pas la marque d'un grand méchant la plupart du temps. Mais le fait est que la plupart des gens qui disent à quel point c'est un méchant génial pointent toujours comme premier argument cette scène. Et a raison, parce que cette scène est géniale. C'est un très grand moment de méchant, un très grand moment d'exposition scénaristique, parce que ça expose très bien les intentions du prince Naveen, comment son assistant Laurence le vit, la façon dont Facilier passe un pacte très rapidement avec lui de façon bien fluide, bien efficace. Tout ce passage est très efficace de narration. Visuellement, c'est excellemment fait, les paroles sont géniales, l'air est super, c'est parfait. Ce passage est parfait. Même si ça ne suffit pas à me faire considérer Facilier comme un grand personnage suite à ça, je reconnais mine de rien que grâce à cette scène, je trouve qu'il passe. Il n'est pas génial ou quoi que ce soit, mais il passe. Le reste, il est bof. Durant cette scène, il est extraordinaire. Au final, si on fait la moyenne, ça passe. Donc, quand une seule scène arrive à faire ça, c'est quand même génial. J'ai pas grand chose à dire sur cette scène que tout le monde n'a pas déjà dit. C'est extraordinairement mis en scène, la lumière, l'animation. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Tout le monde dit que c'est génial, je trouve que c'est génial. Vous trouvez que c'est génial. Je connais personne qui dise que c'est une mauvaise scène ou une scène bof, quoi que ce soit. Tout le monde dit que c'est super. C'est super. Et voilà, c'est toutes ces parties-là qui compensent les parties du film que je n'aime pas et qui font que je le trouve correct. Mine de rien, et c'est un truc que j'aurais à déplorer, c'est que la plupart de ces bons points se situent en première partie de film.
C'est-à-dire avant que Tiana se transforme en grenouille. Après, ben, c'est un petit peu plus dispersé ces moments-là. Il y a moins de bons moments à partir du moment où elle est grenouille qu'avant le moment où elle est grenouille. Et c'est un peu dommage parce que voilà, quoi, les bons points sont regroupés vraiment au début. Il n'empêche que ça reste des très bons points qui méritent vraiment d'être notés, qui font que ce film mérite d'être vu, il vaut la peine. Vraiment, si vous ne le connaissez pas encore, après ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à le voir, rien que pour profiter de ces moments-là qui valent le coup. Bon, pour la suite de ces top retours, comme je l'ai dit, je compte en faire mensuellement. Donc tous les mois, je vais revenir sur un film que j'ai critiqué et faire une liste de bons points ou de mauvais points. De bons points s'il s'agit d'un film que j'ai moyennement apprécié ou pas apprécié, et de mauvais points si c'est un film que j'ai bien apprécié. Voilà, c'est le principe. Ce sera donc pour les films que j'ai déjà critiqués. Donc tous les films qui ne sont pas encore sortis en Disneyfield, ben vous attendez, hein, ce sera pas tout de suite. Et pour la suite, ce sera à vous de décider. Voilà, je vous laisse le choix. Votez pour le prochain film sur lequel vous voudriez que je fasse une liste des bons points ou des mauvais points. Bien entendu, si vous par exemple, vous voulez que je traite Atlantide, l'Empire perdu, pour dire du bien de ce film, et croyez-moi, j'ai déjà une liste de bonnes choses à dire sur ce film. Si vous dites ça, ce sera clairement pas une colle, hein, je vous le dis. Vous pouvez donc écrire, le premier qui le souhaite peut écrire donc Atlantide, l'Empire perdu, s'il te plaît, et après, tous ceux qui voudraient également que je fasse Atlantide, l'Empire perdu, ben vous votez pour ce commentaire. Et le commentaire qui aura le plus de pouces bleus, ben, ce sera ce film-là que je traiterai. Comme je l'ai dit, ça peut être des films que je n'aime pas, sur lesquels je vais dire des bonnes choses. Soit ça peut être un film que j'ai adoré, comme je ne sais pas, Tarzan, sur lesquels je peux dire de mauvaises choses. Vous pouvez très bien voter pour Tarzan si vous le souhaitez, dire dit du mal de Tarzan, et puis après je ferai une liste des mauvais points du film. Si vous le souhaitez, ça peut être aussi ça. Hein. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour le Disneyfield la semaine prochaine. Ciao!